Moi, je suis Sandy Laos, donc moi, je suis un ami de Mozart. Donc, à chaque fois qu'il a besoin de moi ou j'ai besoin de lui, il a aussi des présentations à faire pour moi dans le cadre de mon cours de psychologie sociale. Mais aujourd'hui, en fait, il m'a invité pour parler un peu de la psychologie, euh, en fait, pas de la psychologie, de l'identité et du patrimoine. Donc, ça va être ça mon exposé pour vous. Donc, j'ai préparé un PowerPoint, donc je vais devoir le partager avec vous. Ok, bien. En fait, euh, à chaque fois quand on essaie de réfléchir sur l'identité, à chaque fois qu'on essaie de réfléchir sur l'identité, il y a toujours le patrimoine qui revient. Les questions sur le patrimoine qui revient. À chaque fois qu'on essaie de réfléchir sur le patrimoine, il y a aussi l'identité qui rebondit à chaque fois. Donc, c'est-à-dire, selon moi, il existe quand même un lien entre ces deux éléments. Euh, mais pour faire le lien, on va commencer d'abord par définir l'identité. Donc, on va essayer avec des définitions simples et puis au fur et à mesure, on va les complexifier. Donc, moi, je pense que moi, à chaque fois que j'ai un concept à définir, j'essaie de, 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 de prendre un dictionnaire d'abord avant d'aller dans les ouvrages ou dans les dictionnaires spécialisés. Et Larousse nous dit que l'identité, c'est un caractère permanent de quelqu'un, d'un groupe, de quelque chose, et puis c'est ce qui fait sa singularité. Donc, la personne qui cherche son identité, l'identité nationale, on parle de l'identité culturelle, on parle de l'identité collective, l'identité individuelle. Mais quand on parle d'identité généralement, en fait, moi, dans ce que je fais comme travaux, en fait, quand je parle d'identité, en fait, je parle soit d'identité individuelle, soit d'identité collective, mais en fait, entre ces deux-là, en fait, toutes les identités s'y trouvent entre ces deux paliers ou ces deux éléments. Donc, maintenant, pour comprendre l'identité, c'est-à-dire quand on parle d'identité individuelle, en fait, une façon simple de le définir, ce serait de dire, écoute, c'est ce qui sépare le soi du non-soi. C'est-à-dire ce qui fait la différence entre moi, d'accord, et ce qui n'est pas moi. Donc, c'est ce qui nous clôt sur, c'est ce qui me clôt sur moi-même, c'est ce qui clôt le soi sur lui-même. Et quand on parle d'identité collective, c'est ce qui sépare le nous, d'accord, des autres. C'est ce qui aussi rend, en fait, un ensemble d'éléments euh, qui ont des caractéristiques un petit peu variées, mais aussi qui ont beaucoup plus des choses en commun et qui font que ces éléments-là, par exemple, ils s'identifient entre eux. Donc, et c'est pour ça, par exemple, quand on parle d'identité, en fait, dans les sciences sociales, l'un des auteurs qui est le premier à introduire ce concept dans les champs des sciences sociales, c'est Erickson, d'accord, qui parle d'identité et qui voit dans l'identité ce qu'on appelle la clarification, c'est-à-dire l'individu a toujours ce besoin de clarifier, de se définir, de clarifier ce qu'il est par rapport à ce qu'il n'est pas, par exemple. Donc, en fait, pour qu'il y aurait deux personnes qui se ressemblent sur la Terre, il faut qu'il y aurait genre 3 trillions de personnes. C'est-à-dire, on est tellement genre singulier, d'accord, dans notre identité. Donc, quand on parle d'identité pour l'individu, on peut facilement faire référence à l'empreinte digitale, par exemple. Donc, il n'y a pas deux personnes qui ont la même empreinte digitale. Bon, même pour deux personnes qui sont, on peut dire, qui sont des siamois ou qui sont des jumeaux, jumelles, d'accord, identiques ou pas, ils n'ont pas ce qu'on appelle la, 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 les mêmes empreintes, en fait, les mêmes empreintes digitales. Donc, pour dire que c'est un aspect différent. Par exemple, ce qu'on appelle l'empreinte aussi, l'empreinte digitale, par exemple, c'est un élément, mais aussi ce qu'on appelle la reconnaissance faciale, par exemple. Bon,
la reconnaissance à travers, par exemple, l'iris, les yeux, par exemple. C'est aussi des éléments pour vous dire que, par exemple, quand on parle d'identité, c'est ça. En fait, c'est-à-dire dans l'individu, l'identité est là. Mais maintenant, cette identité, par exemple, d'accord, on commence, en fait, l'identité en soi peut être perçue comme un patrimoine dans la mesure où, par exemple, quand on prend l'individu en soi, par exemple, c'est l'individu est dépositaire du 23 paires de chromosomes, des 23 paires de chromosomes de son père et des 23 paires de chromosomes de sa mère en fait, qui se sont mis ensemble pour donner cet individu unique. D'accord? Et là, par exemple, quand on parle des chromosomes, on est dans le patrimoine, d'accord? Dans le patrimoine génétique. Donc, c'est-à-dire, à chaque fois qu'on parle d'identité, d'accord? C'est difficile de dissocier l'identité du patrimoine. Donc, et collectivement, c'est pareil, on va le voir. Donc, on va rester un peu dans ce qui nous concerne aujourd'hui, l'identité collective, l'identité individuelle. Donc, pour dire que l'identité collective, c'est le nous, d'accord, qui est toujours en opposition avec les autres ou avec l'autre, d'accord? Et tout ce que ce nous a de plus personnel, en fait, de plus singulier, d'accord, ce qui le rend différent, mais il y a aussi des caractéristiques qui le rapprochent des autres. Donc, ça fait que, par exemple, quand on parle des Haïtiens, par exemple, on a une identité, mais ce qu'on a comme identité, on est singulier par rapport aux autres. Là. Par exemple, par rapport à un Japonais, on est tellement différent, mais quand on prend un Haïtien par rapport à un Martiniquais, par exemple, il y a beaucoup de ressemblances, beaucoup de ressemblances. Un Haïtien, même par rapport à un Kenyan, par exemple, ou à je sais pas, même un Camerounais. Moi, j'ai des amis en fait, qui sont congolais. En fait, on a tellement de traits de ressemblance, etc. Donc, aujourd'hui, c'est des choses en fait, sur lesquelles il faut qu'on commence à s'interroger pour dire qu'il y a tellement de choses qui nous rapprochent des autres, mais aussi des choses qui font en sorte qu'on est différent. Quand on prend un Haïtien, un Congolais, si on cherche des différences, il y a des millions de choses qu'on peut utiliser pour dire qu'on n'est pas un Congolais, d'accord, qu'on est Haïtien. Donc, pour dire que l'identité, c'est très complexe. Bon, maintenant, en fait, quand on parle d'identité aussi, en fait, on voit l'unicité, d'accord? C'est ce qui nous rend unique. Donc, ce qui fait que chaque personne soit différente des autres. Donc, l'identité aussi, c'est ce qui fait aussi qu'on se rassemble, là, qu'on est identique. D'accord? C'est vrai qu'on est différent, mais on a aussi beaucoup de traits, de caractères, beaucoup de choses qui font en sorte qu'on se ressemble, qu'on soit ensemble aussi. Donc, et c'est ce qui forme ce qu'on appelle le collectif. Le collectif, en fait, ce que Max Weber appelle la communalisation, c'est-à-dire des éléments, en fait, qui sont un peu, des éléments qui sont un peu, qui sont un peu, genre, très différents des uns, en fait, qui sont différents chez nous, en fait, qui nous distinguent des autres, mais en même temps, ces éléments, par exemple, quand on les prend un peu sur le plan macro, donc on voit par exemple, c'est des éléments aussi qui nous rapprochent, d'accord? C'est un peu paradoxal, et ça produit chez nous une sorte de sentiment d'appartenance, d'accord? Ce que Weber va appeler la communalisation, c'est-à-dire en fait, c'est ce sentiment d'avoir des choses en commun, de partager des choses, de partager des éléments, et puis, en fait, qui nous unit. Donc, en fait, sur ce même, en fait, sur cette même lancée, par exemple, en fait, on questionnait des Français en fait, qui venaient de la guerre. En fait, on les demandait, en fait, mais pourquoi vous avez décidé d'aller vous battre, hein? Parce qu'on ne voit pas, il y a pas grand intérêt. En fait, la plupart des Français répondaient qu'on était allé de se battre parce que la France, il y a de beaux petits pains. C'est-à-dire, ils se retrouvent dans le pain français. D'accord? Le pain français, par exemple, peut être un élément, par exemple. Voilà un patrimoine, par exemple, qui peut être fait, un élément pour lequel des individus décident de se battre, d'accord, de faire la guerre. Donc, pour vous dire quoi? C'est-à-dire, quand on parle d'identité, quand on parle de patrimoine, on parle des choses, d'accord, en fait, auxquelles on s'identifie comme individu, et ces choses-là, c'est comme si ces choses faisaient partie de nous.
ça fait partie de nous. Et puis, écoute, sans ces choses-là, par exemple, on n'est rien. On n'est rien, même si on essaie d'être quelqu'un d'autre, mais il y a une partie de nous reste attachée à cette chose-là, par exemple. Donc, et on verra, en fait, il y a tellement de choses sur lesquelles genre, euh, réfléchir pour montrer l'importance aujourd'hui du patrimoine, pourquoi on doit, comment je peux dire ça, on doit intéresser à cette question et pourquoi on doit investir le patrimoine, parce que c'est important dans la mesure où, écoute, ça fait partie de nous, ça nous construit comme entité collective et qui nous distingue des autres, mais aussi qui permet à ce qu'on existe en tant qu'individu. Donc, maintenant, quand on parle d'identité en Haïti, en fait, il y a deux discours, ou du moins, l'identité, en fait, je dirais, il y a deux manières de concevoir l'identité. On peut dire aussi, il y a deux identités qui se battent, qui font la guerre, d'accord, en Haïti, donc, mais aussi qui trouvent des points d'entente, bien entendu. En fait, c'est d'abord l'identité créole, on parle d'identité créole, on parle aussi d'identité bossale. Bon, quand on parle d'identité créole, en fait, on fait référence à ces personnes-là euh, écoute, qui étaient nées dans la colonie, on les appelle les créoles, mais aussi il y a toute une mentalité, ce qu'on appelle manière de faire, tout ce que Anthony Giddens aurait appelé a way of life, une manière d'être. Cette manière d'être-là, par exemple, d'accord, quand on parle de cette manière d'être dans le contexte actuel, par exemple, ce sont des personnes qui se rapprochent beaucoup plus de la culture française, la culture européenne, la culture occidentale, et puis qui, pourquoi pas, se distancie le plus que possible de ce qu'on appelle la culture africaine, par exemple. Donc, l'identité créole, c'est un extrait de ma thèse, donc j'ai mis là pour vous. Donc, l'identité créole est en fait cette tentative de rapprochement vers l'Europe, d'accord, vers l'Occident. Et puis, c'est une identité qui s'inscrit dans un courant néocolonial, d'accord, pour professeur Casimir, c'est une forme de néocolonialité. Donc, les créoles sont perçus comme des néocolons et en fait, qui ont organisé après l'indépendance de 1804, d'accord? Donc, en fait, pour Barthélemy, Gérard Barthélemy, donc, en fait, il perçoit, par exemple, les créoles, en fait, sont ceux pratiquement qui exercent la domination, par exemple, sur les boussales. Bon, maintenant, les boussales, quand on parle d'identité boussale, on parle plutôt de ceux qui ont habité par les mœurs et puis les pratiques africaines, les pratiques ancestrales, d'accord? Donc, la majorité, d'accord, vivent dans les milieux ruraux, d'accord? Et puis, ces individus vivent dans une résistance constante depuis 1804, d'accord? Avant 1804, bien avant 1804 plutôt. En fait, par exemple, le marrounage. Le marrounage est un fait, écoute, boussal. C'est un phénomène boussal. Pourquoi c'est un phénomène boussal? C'est parce que, en fait, le boussal ne peut pas s'adapter. Il ne peut pas s'adapter, donc il fuit. D'accord? C'est une forme de résistance extraordinaire. D'accord? Il fuit, il empoisonne, ils inventent toutes sortes de stratagèmes, stratégies pour rester en vie, mais pour rester en vie hors, d'accord, du système, c'est-à-dire hors des champs, par exemple, pour rester en vie hors de ce que, en fait, des sphères de pouvoir du blanc. Donc, ça, c'est les boussales. Donc, cette résistance, d'accord, nous dit Augustin, est considérée comme un élément du quotidien de survie, de construction des rapports sociaux. Aujourd'hui encore, par exemple, les boussales, écoute, ils sont partout. Ils sont dans la rue, ils sont dans les manifestations. Écoute, en fait, ils ont leur manière de vivre. Les boussales sont ceux et celles qui s'inscrivent dans une perspective de décolonialité et un rejet de l'Occident blanc et chrétien. C'est-à-dire, le boussal, écoute, en fait, ils essaient d'exister hors
du cadre continental, hors du cadre de l'esclavage, c'est-à-dire hors du cadre néo-esclavagiste, c'est-à-dire ils inventent, donc dans l'identité, par exemple, on verra par exemple si l'identité créole, par exemple les identités créoles, on invente le carnaval, d'accord? Écoute, les Boussales, ils ont le gaga, par exemple. Donc c'est des formes de manifestation, d'accord, qui se ressemblent, mais pourtant qui ont des logiques très, 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 très différentes. Et cette logique, d'accord, pour comprendre cette logique, l'essence même de cette logique se trouve dans ce qu'on appelle leur identité en tant que Boussal. Donc, l'identité Boussal est composée des lambeaux, en fait, des lambeaux africains. Les Boussal parlent le créole, ils sont vaudouisants, ils vivent généralement dans le souvenir de la Guinée, ce qu'on appelle c'est les Guinéens. Donc, dans ce qu'on appelle le clash qu'il y a entre l'identité créole et l'identité boursale, on peut dire que, par exemple, il y a toujours cette lutte entre ces deux. Entre ces deux, en fait, cette lutte entre le français et le créole en Haïti, par exemple, cette lutte entre le vaudou et, et, et le christianisme, par exemple. Donc, cette lutte entre moun en dehors, moun la ville, d'accord? Écoute, il y a toujours cette dichotomie, par exemple, existentielle, en fait, qui nous taille aussi comme peuple, c'est-à-dire qui nous réduit aussi, parce que c'est normal qu'il y ait des oppositions, d'accord? Mais en même temps, par exemple, la majorité, par exemple, est boussale et cette majorité, en fait, est exclue. Est exclue. Donc, c'est-à-dire l'identité créole et l'identité boussale, c'est deux identités qui nous représentent, d'accord? Pour moi, ce sont deux identités qui se valent, d'accord? Mais, en fait, pour comprendre la logique, c'est que quand on est dans le patrimoine, par exemple, ces deux identités sont présentes, d'accord? Mais il y a toute une tentative, par exemple, d'exclure, par exemple, ou de mettre à côté, par exemple, l'identité boursale, par exemple. Euh, par exemple, il y a très peu, dans la statue publique, par exemple, il y a très peu de représentation, sinon il n'y en a pas, selon moi, à part de Negmaon, par exemple, de représentation des premiers arrivés africains. C'est-à-dire, quand je dis les premiers arrivés africains, je parle des Boussales, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas été, comme Toussaint, par exemple, qui a été, par exemple, baptisé dans la religion catholique, par exemple, qui devient un créole, on peut le dire comme ça, qui parlait couramment français, espagnol, etc. Donc, ce qui est aussi une bonne chose, c'est même pas ça, c'est pas là le débat. Le débat, c'est que, en fait, dans le patrimoine, d'accord, on essaie on ne patrimonialise pas, par exemple, d'accord? Donc, moi, je pense que c'est des choses sur lesquelles on devrait travailler beaucoup plus parce que c'est quelque chose qui nous représente aussi, d'accord? Le paysan haïtien, par exemple, n'est pas patrimonialisé assez, d'accord? En fait, il n'est même pas reconnu pour ce qu'il fait, mais aussi, en fait, il n'a pas présent dans la stature publique. En fait, un exemple comme ça. Bon, on va continuer. Par exemple, quand on parle d'identité, on parle de quelque chose qui pourrait nous permettre de nous identifier, par exemple. C'est-à-dire, ces choses-là, quand on les voit vite fait, on se reconnaît là-dedans. Donc, en fait, j'ai pris pour vous quelques images, par exemple. Quelques images. Donc, par exemple, cette image-là, quand on voit cette image-là, la citadelle Henri, par exemple, la citadelle d'Haïti, on s'est dit rapidement, mais non, ça c'est la citadelle, on se reconnaît pas. Même si on est à l'étranger, on voit une image pareille, on se reconnaît dans cette image. Donc, c'est-à-dire, c'est un patrimoine, d'accord, bâti, écoute, et puis on se reconnaît, c'est un immeuble magnifique, gigantesque. Donc, on se reconnaît là-dedans. Mais maintenant, ce qui pose problème dans le contexte haïtien, quand on parle de patrimoine et d'identité, en fait, avec le concordat, d'accord, avec l'éducation, comment je peux dire ça, francophile qu'on a reçue, avec l'éducation anti-haïtienne qu'on a reçue avec l'Église catholique et les frères institutions chrétiennes, par exemple, on essaie le plus possible, par exemple, de distancier l'haïtien de ceux qui le représentent, mais de ceux qui l'est, au fait, par exemple. Donc, on peut prendre des exemples
quand on prend les sites, par exemple, des sites, dans des boîtes, par exemple, des sites, en fait, le discours qu'on a, par exemple, c'est des choses diaboliques, c'est des choses qu'il faut éviter. Écoute, on a grandi dans ce discours, donc, mais pourtant, en fait, au fait, quand ceux qui ont eu la chance d'aller à la faculté de technologie, par exemple, je prends cet exemple, on a visité, par exemple, avec professeur Blo, en fait, ce, par exemple, on a visité des sites, par exemple. On est allé à Saint-Michel de la Talaye, d'accord, dans ce qu'on appelle le Toujab Saint-François-Xavier. Ce qu'on a compris, par exemple, c'est que il faut qu'il y ait un discours scientifique, il faut mettre un discours scientifique sur ces pratiques, d'accord, ces pratiques religieuses, ces pratiques spirituelles. Et pourquoi pas, par exemple, essayer de voir quel potentiel économique qu'on peut développer à partir de ces ressources-là. D'accord. Là, on a ça, facilement, on peut reconnaître ça, mais ici, là, tout le monde ne va pas reconnaître cette image. Je fais exprès de ne pas mettre la deuxième à droite, donc au milieu. Donc, très peu de personnes vont reconnaître cette image. Au fait, c'est un patrimoine extraordinaire ici. Ça, c'est le palais 365 portes. Mais quand on parle du palais 365 portes, bon, même le fait d'avoir cette idée, c'est une idée de génie, de faire un palais qui comporte le même nombre de portes que, par exemple, qu'une année, par exemple. C'est extraordinaire. Donc, vous voyez, c'est cette, comment je peux dire, cette harmonie entre le patrimoine et la nature en soi, d'accord? Donc, ça, c'est une idée de génie de Christophe, par exemple. Quand on voit ici, la Maurie, par exemple, donc ça nous permet de nous identifier, on le voit partout, on se reconnaît là-dedans. Donc, pour vous dire que c'est des choses intéressantes, d'accord, à montrer. Et en fait, on se reconnaît là-dedans. Quand on le voit, on sait que le haïtien, c'est nous, d'accord? Donc, mais là, par exemple, ici, le quatrième image, ou du moins, première image en bas, d'accord? À gauche, en fait, très peu de personnes vont se reconnaître là-dedans. Pourtant, c'est aussi qui nous identifie. Parce que c'est, en fait, notre premier armoire. C'est c'est ce qu'on appelle, parce que ce qu'il faut faire quand on est né comme nation, on est né comme, on n'est pas né comme une république, on est comme un empire. Et ça, c'est l'icône de l'empire d'Haïti. D'accord? Donc, c'est intéressant. En fait, le slogan, c'était Dieu, d'accord, ma cause et mon épée. Donc, et puis ici, on a le carnaval de Jacmel. D'accord? En fait, le patrimoine magnifique. Donc, j'aurais pu mettre le patrimoine, le carnaval de Port-au-Prince aussi. Et après, là, en fait, j'ai pris une image, la dernière image, c'est quand même, est-ce que la personne peut éteindre son micro, s'il vous plaît? Oui. Et là, la dernière image, c'est une photo de Bassin Saint-Jacques. Donc, Bassin Saint-Jacques, c'est intéressant comme patrimoine. Pourquoi pour moi c'est intéressant comme patrimoine? Parce que c'est les Boursales qui ont mis de la valeur dedans. C'est-à-dire, ils décident que c'est valeureux, ils décident que c'est important, d'accord? Donc, et c'est important, c'est devenu important. Quand je dis c'est devenu important, dans l'imaginaire, c'est important, d'accord? Pour ceux qui comprennent la logique, par exemple, de ce qu'on appelle ben chance, par exemple. D'accord? Bassin Saint-Jacques, c'est une référence des touristes qui viennent du monde entier, par exemple, qui veulent, par exemple, prendre un bon bain là-dedans. Donc, le bain qui est un patrimoine aussi, d'accord, en fait, c'est des patrimoines qui sont en train de se perdre. Donc, le bain, par exemple, dans beaucoup de cultures, par exemple, les Japonais, ils accordent tellement d'importance au bain, le bain du 1er janvier, que les Japonais qui prennent aussi, nous, on prenait ce bain aussi, d'accord, c'est un bain de chance, d'accord, comme on appelle, un bain de chance. Donc, pour vous dire que le patrimoine est important. Quand on parle de patrimoine, quelqu'un nous dit UNESCO. UNESCO nous dit que le patrimoine, c'est l'héritage du passé dont nous profitons aujourd'hui.
et que nous transmettons aux générations à venir. Donc, nos patrimoines culturels et naturels sont deux sortes irremplaçables de vie et d'inspiration. Donc, quand on parle de patrimoine, on peut voir facilement, d'accord, des bâtiments. Ça peut être des savoir-faire, des savoirs locaux, par exemple, et la tradition, les traditions, euh, la cuisine haïtienne, par exemple, qui est intéressant. Dernièrement, il y a notre soupe jaune, par exemple, qui est entrée dans les patrimoines, ce qu'on appelle patrimoine, listé comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, en fait, il y aurait pu d'autres mets, d'accord, parce qu'on a beaucoup de mets très intéressants. Donc, les sciences, les techniques, c'est-à-dire les manières de faire, par exemple. Par exemple, quand vous voyez en fait une natte, par exemple, une natte, on le fait à partir d'un savoir-faire. Ce savoir-faire, donc, par exemple, est important pour un paysan, est important dans le milieu rural, par exemple, mais c'est aussi des savoir-faire en fait, c'est de plus en plus, c'est des choses qu'on est en train, qui sont en train de disparaître parce que on n'essaie pas de valoriser ces savoir-faire. Donc, et pourtant, en fait, par exemple, si on prend en fait, les nappes, par exemple, c'est tellement important, même en milieu, on peut dire en milieu urbain, c'est des choses qu'on pourrait utiliser pour plein de choses, parce que ça nous permet de bien nous reposer, etc. C'est pas le même feeling, c'est tellement intense, important. Mais on peut prendre d'autres exemples de patrimoine, tels que le drapeau, d'accord, le drapeau haïtien, le drapeau, quand on parle de drapeau, est-ce que c'est le drapeau de l'Empire, le drapeau de la République? Donc, la danse haïtienne, la musique, d'accord, le carnaval, le raga, on en a parlé, la langue ou les langues, les sites, d'accord? Et quand on parle de patrimoine, par exemple, le français est un patrimoine, il faut le dire, d'accord? Tout comme le créole est un patrimoine. Donc, maintenant, patrimoine mondial, quand on parle de patrimoine mondial, on parle de quoi? Au fait, quand on parle de patrimoine mondial, c'est comme, moi j'essaie de le définir comme ça. Donc, c'est le fait de déposséder provisoirement un peuple de quelque chose et pour faire de cette chose, en fait, un patrimoine mondial, c'est-à-dire que maintenant cette chose appartient au peuple du monde entier. C'est-à-dire, donc, c'est une forme de valorisation aussi, d'accord, d'un patrimoine qui était dans un pays. Maintenant, on dit, écoute, cette chose-là, maintenant, écoute, c'est tellement important. Donc, on pense qu'il nous appartient tous, d'accord, en tant qu'humains, d'accord? Donc, le patrimoine universel, c'est ça. Donc, le patrimoine universel, c'est ça. Bien. Maintenant, patrimoine et identité, ou identité et patrimoine. Alors, pour comprendre, il faut savoir que chaque famille de patrimoine comporte plus ou moins 6 types de patrimoine. C'est-à-dire, en fait, on a des patrimoines ici, on a des meubles et autres objets, on a des traditions et savoir-faire, on a les paysages, par exemple, notre climat, par exemple. On a des personnages, et puis, ça peut être, on a aussi des lieux et des événements, par exemple. On va prendre, par exemple, euh, la bataille de Vertières, par exemple. La bataille de Vertières, c'est un patrimoine. C'est un patrimoine tellement vrai que, par exemple, on a l'impression que c'est la seule chose qu'on ne peut pas voler à l'haïtien. On a volé, on tente de tout voler, mais on ne peut pas voler la bataille de Vertières. Donc, c'est un exemple de événement, d'accord, qui est un patrimoine. Mais, par exemple, un Capois la mort, par exemple, c'est un patrimoine, d'accord? Donc, on peut aussi avoir, en fait, moi j'ai un exemple très intéressant en tête, on peut aussi avoir un patrimoine, ce qu'on appelle trésor humain vivant, d'accord? Donc c'est Mozart en fait, j'ai discuté au professeur Mozart, c'est lui en fait, qui m'a introduit à ce concept. En fait, le trésor humain vivant, par exemple, quand du temps de Pelé et de son Aliente do Nascimento, de Pelé, le roi du football, donc de son temps, par exemple, a fait le président
en fait, actuel, le président de son époque, par exemple, avait décidé que Pelé était un patrimoine, d'accord, pour le Brésil, étant donné qu'il est un trésor pour le Brésil. En fait, aucun pays n'avait le droit, par exemple, de l'acheter, par exemple. Bon, pour comprendre quoi, c'est que on a vu le génie qui était dans ce type. On disait, écoute, Pelé doit rester jouer au Brésil pour régaler le public brésilien parce que c'est un trésor humain, vivant. Il n'est pas vendable. D'accord? Donc, c'est une façon de le valoriser en tant qu'individu, en tant que personne, mais aussi c'est une façon au pays, par exemple, euh, à la nation brésilienne, par exemple, de profiter le plus que possible de cette ressource extraordinaire qui était Pelé, d'accord, de son talent, hein, qu'il était fabuleux, extraordinaire. Donc, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que donc, quand on a un patrimoine, il faut le valoriser. Et sans le valoriser, écoute, c'est comme si c'était plus un patrimoine. Donc, maintenant, j'ai pris un exemple pour vous. Donc, et c'est important que je partage cela avec vous. En fait, en Haïti, on a l'impression, par exemple, quand on parle de patrimoine, on parle seulement des monuments, des sites qui sont liés soit à l'histoire ou soit au vaudou, par exemple. Par exemple, on parle des grottes, d'accord? On parle des forts, d'accord? Des grottes etc. Donc, mais c'est comme si, par exemple, on a l'impression, par exemple, qu'une chapelle n'est pas un patrimoine. Une chapelle est un patrimoine bâti, par exemple. Donc, on peut prendre l'exemple de ce qu'on appelle, comment ça s'appelle? Euh, en fait, les églises un peu partout, par exemple. Les églises qu'on a du temps de la colonie, ou du moins qu'on a rebâti, etc. Mais l'idée, c'est que ces églises étaient là, par exemple, l'église de Notre-Dame du Perpétuel, ou à Bel-Air, par exemple. Donc, c'est des patrimoines. D'accord? Donc, c'est-à-dire j'essaie de prendre un exemple typique et de vous donner plusieurs types de patrimoine plusieurs types de patrimoine qui peuvent découler de ces éléments-là, par exemple. Par exemple, on peut prendre patrimoine bâti, par exemple, et une chapelle. Et dans la chapelle, par exemple, on trouve des objets, d'accord, liturgiques. C'est des patrimoines mobiliers, d'accord, encore faisant partie de cette même famille-là, par exemple. Et on peut prendre, par exemple, patrimoine immatériel, d'accord, c'est-à-dire des pratiques qui se font à l'intérieur, par exemple, de cette chapelle, par exemple, qui est la cueillette, par exemple, de l'eau de Pâques. Donc, on peut prendre le baptême, par exemple, la manière de pratiquer le baptême catholique ou la manière de pratiquer le baptême protestant ou la manière je ne dirais pas de baptême vaudou, mais je dirais plutôt, par exemple, en fait, quelqu'un, en fait, le fait de donner une garde à quelqu'un. Bon, on va le dire comme ça en créole, en fait, au monde, il y a baïgade. D'accord? C'est-à-dire, on fait, c'est une opération, en fait, on essaie on utilise un couteau ou un rasoir, d'accord? On met des objets, toutes sortes de choses, d'accord? Suivant les lois, suivant le Mougan, d'accord, on le met dans le poignet, je pense, gauche, d'accord, de la personne, etc. Donc, mais il y a tout un rituel, par exemple, ça c'est un patrimoine, d'accord, et ce patrimoine, par exemple, c'est un patrimoine immatériel. Donc, mais le paysage aussi, d'accord, c'est-à-dire le presbytère et les cimetières, c'est des patrimoines, par exemple, le cimetière de Port-au-Prince. Donc, c'est des patrimoines. Donc maintenant, en fait, pour synthétiser un peu plus en fait, quand on parle de patrimoine et identité en Haïti, on parle, en fait, quand on parle le créole, d'accord, le créole, c'est un patrimoine qui nous a été légué en fait, de nos parents captifs africains, d'accord, donc, mais aussi cette langue-là, par exemple, la manière dont on parle le créole, fait de notre créole quelque chose d'unique. Unique dans la mesure où, par exemple, quand on parle le créole, on ne parle pas comme Martiniquais, on ne parle pas comme le Guadeloupéen, on parle un créole haïtien.
Et quand on parle du créole haïtien, il faut voir plus que le créole haïtien. Il faut voir, par exemple, l'influence de cette langue sur toutes les autres langues qu'on parle. C'est-à-dire, le créole influence mon anglais, d'accord? Le créole influence mon français, le créole influence mon espagnol. C'est-à-dire, quand j'essaie de parler en espagnol, en fait, c'est toujours des structures de créole qui viennent dans ma tête, d'accord? Donc, quand je parle en français, mais en français, donc, la structure de ma langue maternelle, qui est le créole, influe ma façon de parler. À moi et Moussa, on faisait toujours des blagues comme ça et des personnes qui parlent, on dit, écoute, voilà, lui, ça, c'est un haïtien. On peut même distinguer, la personne, elle peut parler français, moi, je peux facilement, avec beaucoup d'aisance parfois, dire, écoute, lui, il vient de l'Europe de l'Est, il vient du Sénégal. Si c'est un Européen, je dis il vient de l'Europe de l'Est. Si c'est un Sénégal, oui, lui, il a beaucoup grandi en France, etc. Si, écoute, même si la personne parle une autre langue, on peut facilement, genre, essayer de trouver sa nationalité à partir de la prononciation de sa langue. C'est extraordinaire, c'est parce que la langue est un patrimoine et étant donné que c'est un patrimoine, ça influe toujours l'individu. Mais maintenant, c'est-à-dire, il ne faut pas voir, quand je parle du créole comme patrimoine, il ne faut pas voir seulement le créole. Oui, le créole en soi comme langue est un patrimoine, mais le créole, en fait, influe notre manière de penser, d'accord? Influe notre cosmogonie, notre vision du monde. Le créole influe ça. Donc, le vaudou, par exemple, quand on parle du vaudou, il ne faut pas comprendre le vaudou seulement comme une religion, oui, ça peut être une religion dans la mesure où on peut définir comme étant le rapport fait, des sujets entre eux et le rapport de ces sujets avec un dieu ou des divinités. Ou le créole, en fait, le vaudou peut être en ce sens une religion, mais le vaudou est plus qu'une religion, le vaudou est une spiritualité. C'est-à-dire la spiritualité vaudou, d'accord, plus, moi je pense que le vaudou est plus spiritualité parce qu'il n'y a pas de code écrit, parce que les religions, l'une des différences qu'on essaie de faire, c'est-à-dire les religions sont codées, il y a des codifications, c'est-à-dire je peux vous dire, écoute, mais non, ce que tu fais n'est pas bien, il faut aller lire dans Exode 14, verset 14, d'accord, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence, etc. Donc, c'est-à-dire les codes comme ça n'existent pas dans le vaudou. Ce qui existe dans le vaudou, par exemple, c'est des pratiques de vie, d'accord, des manières de faire, et on s'entend dessus, d'accord, oui, c'est oui, non, c'est non. Moi, j'écoute pas rien mettre. C'est des pratiques, c'est des visions du monde qu'on partage comme haïtiens. Liberté ou la mort, tout cela, c'est des pratiques, d'accord. Donc maintenant, on peut être haïtien et ne pas être vaudouisant, c'est pas là le problème, c'est correct, c'est même correct, c'est pas un problème. Ce qui n'est pas correct, c'est le fait qu'on soit haïtien et qu'on rejette le vaudou comme patrimoine. C'est-à-dire, moi, je suis pas pratiquant du vaudou, d'accord? Donc, je ne connais rien dans le vaudou, mais je pense que je suis un vaudou. Vaudou dans ma façon de voir le monde, c'est-à-dire quand je me reconnais à partir de, 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 de mes origines, par exemple. J'ai été, par exemple, comment je peux dire ça, fils de captifs africains, et puis on a pris la liberté, d'accord, on est devenu libre, d'accord. En fait, cette identité-là, par exemple, c'est une identité, par exemple, je me reconnais dans cette identité d'indépendance, dans cette identité de liberté, dans cette identité, par exemple, je pars à la conquête du monde pour le libérer. Donc, je me reconnais dans des salines. C'est-à-dire, quand on est là-dedans, on est dans ce qu'on appelle, donc le vaudou est plus qu'une religion, plus qu'une spiritualité, c'est une manière de penser le monde non blanc, d'accord? Le monde est non blanc, le monde est non christianiste, le monde est non capitaliste, c'est-à-dire c'est un monde, par exemple, pour tous, d'accord? Ensemble, comme frères, comme sœurs, et puis un monde où l'on a des droits et des devoirs, d'accord? Un monde où il y a moins de pollution, ça c'est le vaudou qu'il a pensé avant tout ce que vous voyez que l'Occident est en train de dire là, aujourd'hui sur l'écologie, d'accord? Il n'y a pas une religion ou une spiritualité plus écologique que le vaudou, par exemple. Donc, c'est-à-dire tout cela, ce patrimoine-là, par exemple, il faut le protéger. Quand je dis il faut le protéger, par exemple, comme intellectuel, il faut avoir une position comme Jacques Roumain, qui n'était pas croyant, d'accord, mais qui, écoute, a défendu le vaudou avait
dans ses lettres, dans ses échanges avec Père Poisset. Donc, pour vous dire quoi, c'est qu'il faut comprendre la position de Jacomet, ce n'est pas en position de croyant, mais c'est en position d'intellectuel qui savait que, par exemple, le vaudou est un patrimoine, il faut le protéger contre le catholicisme, qui est aussi un patrimoine haïtien, qui est devenu un patrimoine haïtien aujourd'hui, parce qu'il y a la religion catholique haïtienne. Pourquoi je dis ça? Je le dis, c'est simple. Si on s'en va dans une église catholique à Québec, par exemple, on ne va pas trouver des instruments, par exemple, la façon dont on pratique le catholique aujourd'hui en Haïti, le vaudou l'a beaucoup influencé. Et écoute, moi, je suis content. Pourquoi je dis que je suis content? Parce que, écoute, le vaudou, c'est plus qu'une religion, c'est cette manière de faire, par exemple. Quand on s'en va dans une croisade, dans ce qu'on appelle, on les appelle croisades, jeûnes, etc., tout ce comme on appelle ça comme vous voulez. Le fait que les protestants pratiquent en Haïti, par exemple. Mais il faut voir quand on écoute la musique, on sait que c'est du vaudou. Quand je dis que c'est du vaudou, il ne faut pas voir. Je ne dis pas qu'ils sont dans le syncrétisme, ni qu'ils sont en train de pratiquer le vaudou, non. Moi, je dis qu'ils sont dans une dynamique de chrétienté, par exemple, haïtienne, qui n'est pas la chrétienté québécoise, qui n'est pas la chrétienté américaine, anglaise, etc. Non. On est dans le danser haïtien, on est dans le vaudou, d'accord, sans même être dans le vaudou, d'accord. On peut faire on peut épiloguer, faire tout un débat dessus, mais pour vous dire que, par exemple, c'est extraordinaire, quand on voit vaudou, il ne faut pas voir la religion, il faut voir plus cette manière d'être. Donc, et puis, il y a aussi, en fait, comme élément important dans l'identité, donc, ou du moins comme marqueur identitaire, on a vu le créole, ou le créole versus français. On a vu le vaudou versus toutes les religions, comment le vaudou, le créole ont influencé toutes les religions. Le vaudou a influencé toutes les religions et le créole a influencé notre structure de langue, notre manière de parler, mais aussi ce qu'on appelle la révolte, l'identité de révolte. C'est-à-dire la façon que l'haïtien se positionne dans le monde. Mais écoute, moi j'ai réfléchi pendant, ça fait 5-6 ans, je fais des réflexions poussées sur cette façon-là, cette manière-là, cette cosmogonie, donc notre vision du monde, par exemple. Moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai compris, c'est comme il existait une identité de révolte en Haïti. Bon, d'ailleurs, l'haïtien, dans notre imaginaire, on pense, bon, pas consciemment, moi je dirais vraiment dans l'imaginaire, inconsciemment, on pense qu'il y aurait deux entités dans le monde. En fait, deux entités dans le monde, une entité qu'on appellerait haïtien versus blanc. Donc, tout ce qui n'est pas haïtien est blanc. D'accord? Donc, et l'haïtien, c'est l'indépendance, c'est les noirs, d'accord? D'accord, c'est-à-dire l'haïtien est plus qu'haïtien, les nègres, les noirs, tu vois, tout ce qui est ça, la liberté, etc. Et puis de l'autre côté, par exemple, la domination, l'impérialisme, l'esclavage, le développement aussi, d'accord? Donc, c'est-à-dire ces deux paniers-là, par exemple, se confondent tout le temps. Donc, c'est-à-dire comment concilier, comment la place de l'haïtien dans le monde, d'accord, la place haïtienne par rapport au monde, c'est-à-dire cette définition de l'haïtien, d'accord, mais aussi, par exemple, c'est cet imaginaire qui nous habite, l'imaginaire de l'ailleurs, c'est-à-dire de l'étranger. L'étranger, c'est-à-dire aller dans un pays étranger, donc voyager, on ne se conçoit pas, on ne se voit pas, on ne se perçoit pas, on ne se projette pas dans notre espace, qui est Haïti aussi. C'est aussi des choses sur lesquelles il faut c'est un héritage, d'accord? Cette manière de voir les choses. Donc, mais la cosmogonie, par exemple, notre manière, notre vision de Dieu, notre vision de la sagesse, notre vision de la vie, d'accord? Notre rapport à la vie, ça a beaucoup changé aujourd'hui, d'accord? Il fut un temps, 20 ans de cela, par exemple, quand quelqu'un mourait, en fait, dans la rue, par hasard, je ne sais pas, la personne est tombée, la personne est morte, il y avait quelqu'un qui venait avec un drap blanc, d'accord, pour couvrir la personne. Les draps blancs faisaient partie de ce qu'on avait, de ce que le monde devrait avoir chez eux, d'accord? Mais maintenant, aujourd'hui, en fait,
c'est un peu compliqué. Donc, c'est facile d'ouvrir votre téléphone, d'attendre, écoute, si la pluie vient de tuer 20 personnes ici, il y a quelqu'un qui vient de tuer 5 personnes là-bas. Ça veut dire que tout peut changer, mais en même temps, en fait, il faut faire en sorte que ça ne devienne pas un patrimoine aussi. La violence peut être un patrimoine immatériel. Donc, il faut vraiment lutter pour que ça n'arrive pas. Bon, maintenant, en fait, pour vous dire que moi, ma vision des choses, c'est que les sites patrimoniaux, c'est important. Par exemple, le palais 325 portes, le palais sans souci. Il y a plusieurs, les forts. En fait, il y en a tellement. Donc, moi, je souhaite qu'il y ait des inventaires. Je crois sûr. Moi, j'ai déjà lu un ouvrage dispensé sur les inventaires de nos sites patrimoniaux. C'est important sur nos sites. Et puis, la danse, par exemple. La danse, c'est un patrimoine extraordinaire. C'est extraordinaire. Par exemple, de plus en plus, les danses sont en train de disparaître. On est en train de perdre nos danses. Par exemple, Kwazele-8, c'est très peu d'étudiants ici, sûrement, ou du moins de cette génération, ne connaissent pas cette danse-là, qui est une danse extraordinaire. D'accord? Moi, j'ai déjà eu la chance d'assister à ce qu'on appelle en fait, un banda ou une banda. C'est cette danse-là qui est aussi très intéressante. Mais, OK, le carabinier, c'est une danse qui a été inventée par Dessalines lui-même. Donc, c'est lui qui a inventé cette danse. Cette danse est aussi une danse très, très importante. On dansait beaucoup au 19e siècle, même avant. Même après la mort de Dessalines, quand Dessalines mourait, donc les paysans, étant donné qu'on avait, on passait 40 ans, on ne pouvait pas citer son nom sur le territoire, l'une des meilleures façons de rendre hommage à Dessalines, c'était de danser carabinier. Donc, personne ne pouvait vous dire de vous interdire de danser de telle manière. Donc, et cette façon de danser, c'était pour dire vive Dessalines, d'accord? Mais on ne pouvait pas citer son nom, par exemple. Donc, on a les grottes, d'accord, qui sont des patrimoines intéressants. D'accord? Écoute, moi, ce que je pense, par exemple, si l'État, par exemple, au lieu, par exemple, d'avoir en fait, des gouvernements mendiants, en fait, un État mendiant, il fallait plutôt concentrer notre potentiel, de développer, par exemple, de voir quel potentiel économique qu'on peut faire ressortir de nos patrimoines, par exemple. Le carnaval haïtien, le carnaval de Jacmel, le carnaval de partout, par exemple. Le rara haïtien, il y a des potentiels là-dedans. Dans la manière, par exemple, même de démarrer un rara. On ne peut pas démarrer un rara comme ça. D'accord? C'est toujours un onguent. Chaque rara, un onguent, c'est le onguent, par exemple, qui est parfois celui qui est le chef des sociétés secrètes de sa communauté, de la société secrète de sa communauté. C'est lui qui doit donner le mot de passe pour démarrer ça. Et puis, il y a tout un rituel. Et puis, tu ne peux pas décider aujourd'hui, là, par exemple, de dire, écoute, moi, je vais faire un rara, ça ne marche pas comme ça. Parce que pour faire le rara, comment je peux dire ça, il faut être choisi. C'est-à-dire, en fait, il faut que vous soyez un héritier, d'accord, de ce patrimoine. Donc, la médecine traditionnelle, c'est extraordinaire, par exemple. En fait, comment comprenez-vous, par exemple, que Haïti, c'est l'un des rares pays où l'on croit qu'il existe quelque chose qui s'appelle PEDI, édition, d'accord? Et c'est le fait, par exemple, qu'une femme, pour en fait, éventuellement, et je mets des guillemets, porter un enfant pendant plus que le temps qui est prévu par la médecine conventionnelle, c'est-à-dire pendant plus que 3, 4, 5 ans, la personne porte un enfant, d'accord? Ça part, ça repart, ça revient, etc. Mais la médecine haïtienne, qu'on appelle la médecine traditionnelle haïtienne, en fait, non seulement l'a expérimenté, cette médecine contrôle, et puis il y a tout un discours sur ce qu'on appelle l'édition. Donc, mais pour vous dire quoi, en fait, au lieu de rejeter tout ce qu'on a comme patrimoine, comme valeur, il faut plutôt non seulement nous identifier avec, mais c'est développer des projets où l'on peut transformer ces patrimoines-là, par exemple, en des potentiels économiques. Parce qu'aujourd'hui, le patrimoine est porteur, c'est un pilier économique pour beaucoup de pays. Ça peut, écoute, par exemple, voilà ce que Mozart, le professeur Mozart et Jean-Ferrand Mozart, ils viennent nous présenter tantôt. Professeur Ferrand, il nous a montré, par exemple, comment s'est passée une exposition. Moi, j'ai assisté à l'exposition, c'était merveilleuse, cette exposition sur le caca, la merde. Bon, imaginez-vous, par exemple, nous,
on a tellement de choses. On a des choses qui sont plus importantes que le caca. Vous êtes d'accord avec moi? Un peu, moi j'imaginais, par exemple, qu'on pourrait faire, par exemple, un musée du vaudou en Haïti, musée des armes des armes de l'indépendance, des musées de la monnaie. Je crois sûrement BRH a un musée de la monnaie. Mais il y a tellement de choses qu'on pourrait, par exemple, non seulement fait, valoriser, mais également nous concentrer dessus pour qu'on envoie d'autres images, par exemple. Je crois qu'il y a en fait, nos intellectuels également, c'est des patrimoines, d'accord? En fait, hier, j'étais en train de suivre une conférence euh, et puis j'ai entendu l'anthropologue disait que c'est Georges Devereux qui a inventé l'ectopsychiatrie. Mais écoute, on le sait bien que par exemple, même Georges Devereux il le disait, c'est pas lui qui a inventé l'ectopsychiatrie, c'est notre, non, non, en fait, comment, c'est Lumas, c'est notre intellectuel, le fils de Jean-Pierre Spence, qui l'a inventé, le concept ethnopsychiatrique. Moi, c'est pour ça que moi, ce que je fais, moi, comme intellectuel, j'essaye le plus que possible de documenter en fait, mes discours, en fait, de documenter mes réflexions parce que on est dans un monde où l'Occident, où beaucoup de gens, ils volent les idées, ils volent nos pensées et après, ils vont dire par exemple, ah, c'est nous qui on a découvert ça, on a découvert ça. Mais non, vous n'avez pas découvert ça, monsieur, ça existait 200 ans comme l'étudiant l'a dit tantôt. On a 100 ans, on a plus que 100 ans depuis qu'on utilise ça, on a plus que 200 ans depuis qu'on l'utilise. Maintenant, vous dites que mais non, vous n'avez pas découvert, monsieur. Non, 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 ça existait. Donc, mais pour que vous puissiez dire que ça existe, il faut qu'il y ait des intellectuels, des étudiants, des universitaires qui, par exemple, qui essaient de documenter des affaires, par exemple. Si vous voyez des choses qui sont intéressantes dans la communauté, par exemple, écoute, écrire, il faut écrire des choses. Vous pouvez l'écrire en créole, vous pouvez l'écrire en français, vous pouvez l'écrire, mais aussi il faut le publier, d'accord? Il faut le publier. Donc, n'attendez pas à ce que c'est après 10 ans que vous allez le publier et puis il va y avoir quelqu'un qui arrive là qui dit, écoute, on a inventé ça, nous, on a découvert ça en Haïti. Mais non, mais écoute, les gens vivaient avec, vous ne l'avez pas découvert, monsieur. Donc, c'est ça l'important. Donc, valoriser vos potentiels parce que vous-même, vous êtes un patrimoine, d'accord? Vous êtes un trésor humain vivant. Donc, valorisez ce que vous avez, valorisez aussi en fait les professeurs que vous avez aussi parce que c'est des trésors. Je vous attends et merci beaucoup.